Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet crucial mais souvent négligé, les maladies mortelles qui passent sous notre radar. Bien que nous soyons tous familiers avec des conditions comme le cancer ou les maladies cardiaques, certaines affections potentiellement fatales ne reçoivent pas l'attention qu'elles méritent dans les discussions de santé publique. Ces maladies silencieuses peuvent progresser pendant des années sans symptômes évidents, puis devenir soudainement dévastatrices. À travers cette vidéo, mon objectif est de sensibiliser à ces menaces souvent méconnues, qui, si elles sont détectées à temps, peuvent être traitées efficacement. La connaissance est notre meilleure défense, alors prenez le temps de vous informer sur ces conditions qui pourraient affecter votre santé ou celle de vos proches. Cette vidéo n'a pas pour but de vous effrayer, mais de vous armer d'informations qui pourraient un jour sauver votre vie ou celle d'un être cher. Entrons maintenant dans le vif du sujet avec notre top 5 des maladies mortelles largement ignorées. 1. La septicémie, le tueur silencieux. La septicémie, également connue sous le nom de sepsis, est une réaction inflammatoire grave et potentiellement mortelle à une infection qui se propage dans tout le corps par la circulation sanguine. Malgré sa gravité, elle reste largement méconnue du grand public. Cette condition provoque la défaillance des organes vitaux et tue plus de personnes chaque année que les crises cardiaques. Environ 49 millions de cas sont recensés mondialement chaque année, avec près de 11 millions de décès, soit un décès toutes les 2,8 secondes. C'est une véritable urgence médicale qui nécessite une intervention immédiate. Ce qui rend la septicémie particulièrement dangereuse, c'est la difficulté à la reconnaître. Les symptômes initiaux peuvent ressembler à ceux d'une grippe ou d'une infection bénigne, fièvre, frissons, respiration rapide et rythme cardiaque élevé. Cependant, à mesure que la condition progresse, la pression artérielle chute dramatiquement, les extrémités deviennent froides et bleuâtres, la confusion mentale s'installe et l'urine devient rare. La septicémie peut évoluer très rapidement, passant d'une simple infection à une condition mettant la vie en danger en quelques heures seulement. N'importe quelle infection peut potentiellement déclencher une septicémie, qu'il s'agisse d'une infection pulmonaire, urinaire, cutanée ou abdominale. Les personnes les plus à risque sont les jeunes enfants, les personnes âgées, celles souffrant de maladies chroniques comme le diabète ou le cancer, et celles dont le système immunitaire est affaibli. Mais personne n'est totalement à l'abri. Le traitement de la septicémie repose sur une intervention médicale rapide. Les antibiotiques à large spectre sont administrés en urgence, souvent avant même que les tests de laboratoire n'identifient précisément le pathogène responsable. Des perfusions intraveineuses sont nécessaires pour maintenir la pression artérielle et l'oxygénation des organes vitaux. Dans les cas sévères, une hospitalisation en soins intensifs est requise, parfois avec assistance respiratoire ou dialyse rénale. La prévention passe avant tout par la prise en charge rapide des infections, même celles qui semblent bénignes. Une simple coupure infectée, si elle n'est pas correctement traitée, peut potentiellement évoluer vers une septicémie. Il est crucial de consulter un médecin si vous présentez des signes d'infection qui s'aggravent ou s'accompagnent de symptômes systémiques comme une forte fièvre. La sensibilisation à cette condition reste insuffisante. Selon diverses études, moins de 60% des adultes ont déjà entendu parler de septicémie, et parmi eux, beaucoup ne connaissent pas les signes avant-coureurs. Des campagnes de sensibilisation comme « Savoir reconnaître la septicémie » tentent de combler ce déficit d'information, mais il reste encore beaucoup à faire pour que chacun puisse identifier cette condition mortelle à temps. 2. L'anévrisme cérébral, la bombe à retardement. L'anévrisme cérébral est une dilatation anormale d'un vaisseau sanguin dans le cerveau, semblable à une bulle qui se forme sur la paroi d'une artère. Ce qui rend cette condition particulièrement insidieuse, c'est qu'elle reste généralement asymptomatique jusqu'à ce qu'elle se rompe, provoquant alors une hémorragie cérébrale potentiellement fatale. On estime qu'environ 3% de la population mondiale vit avec un anévrisme cérébral non détecté, la plupart sans jamais en souffrir. Cependant, lorsqu'un anévrisme se rompt, le taux de mortalité est effroyablement élevé, environ 40% des victimes décèdent sur le coup, et parmi les survivants, près de 66% souffrent de handicap neurologique permanent. La majorité des anévrismes cérébraux sont découverts fortuitement lors d'examens d'imagerie réalisés pour d'autres motifs. Certains anévrismes de grande taille peuvent néanmoins provoquer des symptômes avant leur rupture, maux de tête sévères et persistants, vision double, douleurs faciales, troubles de la parole ou paralysie d'un côté du visage. Mais ces signes avant-coureurs sont rares.
Lorsqu'un anévrisme se rompt, les symptômes sont brutaux et dramatiques, céphalée explosive décrite comme le pire mal de tête de ma vie, nausées violentes, vomissements, raideur de la nuque, sensibilité à la lumière, confusion mentale, perte de conscience et parfois coma. Les facteurs de risque comprennent l'hypertension artérielle, le tabagisme, la consommation excessive d'alcool, l'usage de drogues comme la cocaïne, et certaines prédispositions génétiques. Les femmes sont plus touchées que les hommes, avec un ratio approximatif de 3h2, particulièrement après l'âge de 50 ans. Certaines maladies génétiques comme la polykystose rénale autosomique dominante augmentent significativement le risque de développer des anévrismes cérébraux. Le diagnostic repose sur des techniques d'imagerie spécialisées comme l'angiographie cérébrale, l'angioscanner ou l'angio-IRM. Une fois détecté, le traitement d'un anévrisme non rompu peut être soit préventif, soit conservateur selon sa taille, sa localisation et les facteurs de risque du patient. Les options chirurgicales incluent le clipping, pose d'un clip métallique à la base de l'anévrisme, ou le coiling, introduction de minuscules spirales de platine dans l'anévrisme pour provoquer la formation d'un caillot. Après la rupture d'un anévrisme, chaque minute compte. Une intervention médicale immédiate est cruciale pour limiter les dommages cérébraux. Le traitement d'urgence vise à stabiliser le patient, prévenir de nouvelles hémorragies et gérer les complications comme le vasospasme cérébral, qui peut restreindre dangereusement l'apport sanguin au cerveau dans les jours suivant l'hémorragie initiale. La prévention passe essentiellement par le contrôle des facteurs de risque modifiables, maintenir une pression artérielle normale, arrêter de fumer, limiter la consommation d'alcool et éviter les drogues illicites. Pour les personnes ayant des antécédents familiaux d'anévrismes cérébraux, un dépistage par imagerie peut être recommandé, même en l'absence de symptômes. 3. La fibrose pulmonaire idiopathique, le souffle qui s'éteint. La fibrose pulmonaire idiopathique, FPI, est une maladie respiratoire chronique caractérisée par la formation progressive de tissus cicatriciels dans les poumons, qui entraîne une perte irréversible de la fonction pulmonaire. Le terme idiopathique signifie que la cause exacte reste inconnue, bien que des facteurs génétiques et environnementaux semblent impliqués. Cette condition dévastatrice affecte environ 3 millions de personnes dans le monde, avec 50 000 nouveaux cas diagnostiqués chaque année dans les pays développés. Plus alarmant encore, la survie moyenne après le diagnostic est de seulement 3 à 5 ans, un pronostic comparable à celui de nombreux cancers agressifs. La progression de la FPI est généralement lente mais inexorable. Au début, les symptômes peuvent être subtils, essoufflement léger lors d'activités physiques, toux sèche persistante, fatigue inexpliquée. Ces signes sont souvent attribués à tort au vieillissement ou à d'autres conditions respiratoires plus communes comme l'asthme ou la bronchite chronique, retardant ainsi le diagnostic. À mesure que la maladie progresse, l'essoufflement s'aggrave considérablement, même lors d'activités quotidiennes simples comme s'habiller ou se doucher. Des crépitements caractéristiques, semblables au bruit du velcro qu'on décolle, peuvent être entendus à l'auscultation pulmonaire. Dans les stades avancés, l'hypoxémie, faible taux d'oxygène dans le sang, devient permanente, nécessitant une oxygénothérapie continue. Le diagnostic de la FPI représente un défi médical. Il requiert une approche multidisciplinaire impliquant pneumologue, radiologue et parfois anatomopathologiste. La tomodensitométrie à haute résolution, HRCT, joue un rôle central, révélant un motif caractéristique appelé pneumopathie interstitielle commune, UIP. Dans certains cas, une biopsie pulmonaire chirurgicale peut être nécessaire pour confirmer le diagnostic et exclure d'autres maladies pulmonaires interstitielles. Les options thérapeutiques pour la FPI restent limitées. 2 médicaments antifibrotiques, le nintédanib et la pyrphénidone, ont montré une capacité à ralentir la progression de la maladie, mais sans l'arrêter complètement ni inverser les dommages existants. La transplantation pulmonaire représente la seule option curative pour les patients éligibles, mais les organes disponibles sont rares et tous les patients ne sont pas candidats à cette intervention majeure. Des mesures de soutien comme la réhabilitation pulmonaire, l'oxygénothérapie et la vaccination contre les infections respiratoires font partie intégrante de la prise en charge. Les facteurs de risque comprennent l'âge, la FPI est rare avant 50 ans, le sexe masculin, les antécédents de tabagisme, l'exposition professionnelle à certaines poussières ou produits chimiques, et des prédispositions génétiques. Environ 10 à 20% des patients présentent une forme familiale de la maladie,
liées à des mutations génétiques spécifiques. Des exacerbations aiguës peuvent survenir à tout moment, caractérisées par une aggravation brutale des symptômes respiratoires sans cause identifiable. Ces épisodes sont associés à un taux de mortalité très élevé, atteignant 50% à court terme. La prise en charge de ces crises est complexe et implique généralement des corticostéroïdes à haute dose et des soins intensifs. La FPI a un impact dévastateur sur la qualité de vie. L'essoufflement chronique limite progressivement les activités quotidiennes, conduisant à une perte d'autonomie. La toux persistante perturbe le sommeil et les relations sociales. La dépendance à l'oxygène restreint la mobilité. Des problèmes psychologiques comme l'anxiété et la dépression sont fréquents, aggravés par l'incertitude du pronostic et la conscience de la nature progressive de la maladie. 4. L'amylose cardiaque, le cœur de pierre. L'amylose cardiaque est une maladie rare mais dévastatrice caractérisée par le dépôt de protéines anormales, appelées amyloïdes, dans le tissu cardiaque. Ces dépôts rigidifient progressivement le cœur, compromettant sa capacité à se contracter et à se relaxer efficacement. Cette condition est particulièrement sournoise car ses symptômes initiaux sont souvent attribués à des problèmes cardiaques plus communs comme l'insuffisance cardiaque congestive ou l'hypertension, conduisant à des retards diagnostiques significatifs. On estime que l'amylose cardiaque est sous-diagnostiquée, avec probablement 100 000 à 150 000 personnes atteintes aux États-Unis, bien que de nombreux cas restent non identifiés. Il existe principalement deux types d'amylose affectant le cœur. L'amylose à transthyrétine, ATTR, causée par le repliement anormal d'une protéine produite par le foie, et l'amylose à chaîne légère, AL, liée à des troubles de la moelle osseuse comme le myélome multiple. L'ATTR peut être héréditaire ou liée à l'âge, forme sauvage, autrefois appelée sénile, cette dernière touchant principalement les hommes de plus de 60 ans. Sa prévalence augmente considérablement avec l'âge, affectant jusqu'à 25% des personnes de plus de 80 ans. Les symptômes de l'amylose cardiaque évoluent progressivement. Les signes précoces peuvent inclure un essoufflement à l'effort, une fatigue inexpliquée et un gonflement des chevilles. À mesure que la maladie progresse, des symptômes plus graves apparaissent, essoufflement même au repos, palpitations, étourdissement ou syncope, particulièrement lors des changements de position. Le syndrome du canal carpien bilatéral, la sténose du canal lombaire et la rupture spontanée du tendon du biceps sont des manifestations extracardiaques qui peuvent précéder les symptômes cardiaques de plusieurs années, constituant des signes d'alerte souvent négligés. Le diagnostic de l'amylose cardiaque nécessite une approche multidisciplinaire. L'échocardiographie révèle typiquement un myocarde épaissi avec une fonction diastolique altérée. L'IRM cardiaque peut montrer un rehaussement tardif caractéristique après injection de gadolinium. La scintigraphie osseuse est devenue un outil diagnostique précieux pour l'ATTR, permettant souvent d'éviter la biopsie cardiaque, qui reste l'étalon or mais présente des risques non négligeables. Le pronostic de l'amylose cardiaque non traitée est sombre, avec une survie médiane de 6 mois à 2 ans après l'apparition des symptômes cardiaques, selon le type et le stade de la maladie. Heureusement, des avancées thérapeutiques récentes ont considérablement amélioré les perspectives. Pour l'amylose AL, des thérapies ciblant le clone plasmocytaire responsable ont transformé le pronostic. Pour l'ATTR, des médicaments stabilisateurs de la transthyrétine comme le tafamidis ont démontré leur capacité à ralentir la progression de la maladie et à réduire la mortalité. Des thérapies plus récentes utilisant des techniques de silençage génique offrent des perspectives prometteuses. La prise en charge de l'insuffisance cardiaque associée à l'amylose présente des défis spécifiques. Certains médicaments standards de l'insuffisance cardiaque, comme les bêta-bloquants, peuvent être mal tolérés. La digoxine peut se lier aux fibrilles amyloïdes, augmentant le risque de toxicité même à dose normale. Les diurétiques restent la pierre angulaire du traitement symptomatique, mais nécessitent un équilibre délicat pour éviter l'hypotension. Les complications de l'amylose cardiaque incluent les arythmies, particulièrement la fibrillation auriculaire, les troubles de conduction nécessitant parfois l'implantation d'un stimulateur cardiaque, et le risque thromboembolique élevé même en l'absence de fibrillation auriculaire, justifiant souvent une anticoagulation prophylactique. L'hypotension orthostatique due à l'atteinte du système nerveux autonome complique fréquemment le tableau clinique et le traitement. Le dépistage familial est recommandé dans les formes héréditaires d'ATTR, permettant une détection précoce chez les porteurs asymptomatiques de mutation.
Une prise en charge précoce, avant l'apparition de dommages cardiaques irréversibles, offre les meilleures chances de préserver la fonction cardiaque à long terme. 5. La maladie de Chagas, la menace tropicale négligée. La maladie de Chagas, également connue sous le nom de trypanosomiase américaine, est une infection parasitaire causée par le protozoaire Trypanosoma cruzi. Transmise principalement par les triatomes, des insectes hématophages surnommés « punaises assassines », cette maladie affecte environ 6 à 7 millions de personnes dans le monde, principalement en Amérique latine, mais se propage désormais dans d'autres régions en raison des migrations humaines. Malgré sa prévalence et sa gravité potentielle, l'Organisation mondiale de la santé la classe parmi les maladies tropicales les plus négligées. Le cycle de transmission commence lorsque l'insecte vecteur, en se nourrissant du sang humain, dépose ses excréments contaminés près de la piqûre. Le parasite pénètre dans l'organisme lorsque la personne, en se grattant, transfère involontairement ses excréments dans la plaie ou vers les muqueuses comme les yeux ou la bouche. D'autres modes de transmission incluent la transfusion sanguine, la transplantation d'organes, la transmission de la mère à l'enfant pendant la grossesse, et plus rarement, la consommation d'aliments contaminés. L'évolution de la maladie de Chagas se caractérise par 2 phases distinctes. La phase aiguë, qui dure environ 2 mois après l'infection, peut passer complètement inaperçue ou se manifester par des symptômes non spécifiques comme la fièvre, la fatigue, des douleurs corporelles, des maux de tête, et parfois un gonflement au site d'infection, chagome, ou un édème palpébral unilatéral caractéristique, signe de Romana. En l'absence de traitement, la maladie entre dans une phase chronique, initialement asymptomatique, qui peut durer plusieurs décennies. Le véritable danger de la maladie de Chagas réside dans ses complications tardives. Environ 30% des personnes infectées développeront, 10 à 30 ans après l'infection initiale, des complications graves affectant principalement le cœur et le système digestif. La cardiomyopathie chagasique est la manifestation la plus redoutable, caractérisée par des troubles du rythme cardiaque, des anévrismes ventriculaires, l'insuffisance cardiaque et un risque élevé de mort subite. Sur le plan digestif, le mégaœsophage et le mégacolon résultent de lésions des plexus nerveux entériques, entraînant des troubles de la motilité avec dysphagie, régurgitation, constipation sévère et complications nutritionnelles. Le diagnostic repose sur des méthodes parasitologiques directes pendant la phase aiguë, identification du parasite dans le sang, et sérologique durant la phase chronique, détection d'anticorps entité, cruzi. La nécessité de confirmer le diagnostic par 2 techniques sérologiques différentes complique le dépistage dans les régions aux ressources limitées. Des tests moléculaires comme la PCR offrent une sensibilité accrue mais restent peu accessibles dans de nombreuses zones endémiques. Le traitement antiparasitaire, basé sur le benzimidazole ou le nifurtimox, est très efficace durant la phase aiguë, avec un taux de guérison dépassant 80%. Son efficacité diminue considérablement en phase chronique, mais peut néanmoins ralentir la progression vers les complications cardiaques. Les effets secondaires fréquents, éruptions cutanées, neuropathie périphérique, troubles digestifs, limitent l'observance thérapeutique. Le traitement des complications cardiaques ou digestives est essentiellement symptomatique, suivant les protocoles standards pour l'insuffisance cardiaque ou les troubles digestifs, avec parfois recours à la chirurgie dans les cas sévères. La prévention repose sur 3 piliers: la lutte vectorielle, amélioration de l'habitat, utilisation d'insecticides, moustiquaires, le dépistage systématique des donneurs de sang et d'organes, et le dépistage des femmes enceintes dans les zones à risque pour permettre le suivi précoce des nouveau-nés potentiellement infectés. Des efforts internationaux coordonnés ont permis d'interrompre la transmission vectorielle dans plusieurs pays, démontrant l'efficacité de ces stratégies lorsqu'elles sont correctement mises en œuvre. La maladie de Chagas illustre parfaitement la problématique des maladies négligées affectant principalement les populations défavorisées. Le contraste est saisissant entre le fardeau sanitaire qu'elle représente et le peu d'attention qu'elle reçoit en termes de recherche, développement thérapeutique et programmes de santé publique. L'extension géographique progressive de la maladie, désormais présente en Amérique du Nord, en Europe et même dans certaines régions d'Asie et d'Océanie, souligne l'importance d'une sensibilisation accrue à cette menace longtemps considérée comme strictement latino-américaine. Conclusion. Nous voici arrivés au terme de notre exploration des 5 maladies potentiellement mortelles qui restent largement méconnues du grand public. La septicémie, l'anévrisme cérébral,
La fibrose pulmonaire idiopathique, l'amylose cardiaque et la maladie de Chagas partagent plusieurs caractéristiques communes qui les rendent particulièrement dangereuses, une progression souvent silencieuse, des symptômes initiaux peu spécifiques facilement attribués à des conditions plus bénignes, et un potentiel létal considérable une fois pleinement développé. La sensibilisation à ces pathologies ne relève pas d'une fascination morbide, mais d'une démarche préventive essentielle. Connaître leur existence, leurs facteurs de risque et leurs signes avant-coureurs peut littéralement sauver des vies, permettant une intervention médicale précoce lorsque les options thérapeutiques sont les plus efficaces. Pour chacune de ces maladies, le diagnostic précoce améliore significativement le pronostic. Il est frappant de constater que certaines de ces conditions, comme l'amylose cardiaque ou la fibrose pulmonaire idiopathique, voient leur prévalence augmenter avec le vieillissement de la population mondiale, tandis que d'autres, comme la maladie de Chagas, étendent leur portée géographique en raison des mouvements migratoires et des changements environnementaux. Ces tendances soulignent l'importance croissante d'une meilleure connaissance de ces pathologies. Les progrès scientifiques offrent heureusement des perspectives encourageantes. De nouvelles techniques diagnostiques non invasives, des biomarqueurs plus spécifiques et des approches thérapeutiques innovantes émergent régulièrement. Des molécules ciblant spécifiquement les mécanismes pathologiques de ces maladies sont en développement, laissant espérer des traitements plus efficaces dans un avenir proche. La prévention reste néanmoins notre meilleure arme. Contrôler les facteurs de risque modifiables comme l'hypertension artérielle, le tabagisme ou l'exposition à certains agents environnementaux, maintenir un suivi médical régulier, et rester attentif aux signaux d'alerte de notre corps constituent des mesures simples mais cruciales. Je vous invite à partager ces informations avec votre entourage, car la connaissance collective est notre meilleure défense contre ces menaces silencieuses. N'hésitez pas à consulter un professionnel de santé si vous ou un proche présentez des symptômes évocateurs des conditions décrites dans cette vidéo. Et surtout, rappelez-vous que la vigilance et l'information sont les clés d'une santé préservée. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a été utile, n'oubliez pas de la partager et de vous abonner à ma chaîne pour d'autres contenus sur la santé et le bien-être. Prenez soin de vous et à bientôt pour une nouvelle vidéo.